Oui, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être donc venu pour cette. Alors, je ne suis pas un spécialiste de l'IA, on va dire. Je suis un enseignant de lettres qui a vu, comme vous tous et toutes, arriver ça dans nos classes. C'est les élèves qui nous en ont parlé, bien entendu, et qui l'utilisent massivement. Alors, je me suis dit, je vais mettre le nez dedans, tout simplement, et je vais l'utiliser. À force de l'utiliser pour moi-même, ça a été un peu l'objet de l'autre présentation tout à l'heure, nous enseignants, bien évidemment, si vous l'avez déjà utilisé, vous voyez quels sont les bénéfices pour vous en tant qu'enseignant. Mais très vite, je me suis dit, mais ce sont nos élèves qui en ont besoin, qui ont besoin d'être formés à cet outil pour un usage qui soit un usage raisonné, responsable, et de sorte à ce que l'outil puisse leur servir réellement dans le cadre de leur formation et apprentissage. Donc, je ne vais pas vous dérouler le sommaire, on va essayer d'avancer un petit peu. Des constats, tout d'abord, bien sûr, c'est la plupart de nos élèves, c'est 2/3 de la classe qui l'utilisent. Mais qui l'utilisent comment ? C'est ça le truc. Alors, c'est vrai que l'utilisation, ce que j'en entends, on ne nous dit pas tout, bien entendu, mais ça va être de l'aide aux devoirs. Or, c'est... Comment ? Oui, c'était un euphémisme, donc. Et donc, oui, ce qui nécessite pour nous, bien entendu, de revoir notre position quant aux devoirs. Qu'est-ce qu'on va demander à nos élèves à la maison ? Est-ce qu'avec de tels outils, ça chamboule tout ? Évidemment. Est-ce qu'on va leur demander une production écrite ? Avant, c'était maman qui la faisait. Maintenant, ça va être ChatGPT. Donc, bon, est-ce que ça va changer la donne ? Si, ça va changer pour la donne pour ceux qui n'avaient pas maman pour rédiger la rédaction jusque-là. Mais en tout cas, il est clair que peut-être que nos élèves peuvent utiliser de manière intelligente l'outil, pas simplement pour faire des shortcuts, pas simplement pour s'éviter de faire leur devoir. Alors, c'est un fait, c'est dans la presse depuis 2022, c'est un outil qui est à la libre disposition de tous et de toutes, mais là, il y a une accélération, on le sent, une accélération, mais une accélération pas simplement parce que l'outil s'améliore, mais accélération côté utilisateur. Nous sommes de plus en plus nombreux à l'utiliser et nos élèves le sont bien entendu aussi. Notre ministre l'a dit, il y a eu une table ronde il n'y a pas très longtemps, nos lycéens et étudiants n'attendent pas, et 20% des enseignants utilisent l'IA, alors que son usage est démocratisé chez les élèves. Alors je ne sais pas si c'est 20%, c'est le chiffre que notre ministre donne, j'avais lu d'autres statistiques, bref. Il est clair que nous avons quelque part, nous sommes un peu obligés de mettre le nez dans l'IA, de nous former. C'est comme si lorsque Internet est arrivé, on s'était dit, ben non, moi je ne veux pas mettre le nez là-dedans, c'est trop facile, il y a des encyclopédies sur les rayonnages, continuons à les compulser et faisons fi d'Internet. Ce n'est pas possible. Donc, il ne s'agit pas de faire en vérité la promotion de l'IA, ce serait complètement ridicule. Il s'agit de se dire, c'est là, qu'est-ce qu'on en fait ? C'est plutôt ça la question. Vous devez sans doute connaître déjà un peu le fonctionnement de l'IA. Comment l'IA est nourrie, comment l'IA fonctionne. Mais nos élèves, non. Eux, ils ne le savent pas. Quand on a pour la première fois utilisé ChatGPT et quand eux l'utilisent pour la première fois, il y a un effet de sidération. J'ai des collègues dans la salle des profs qui, au mois de septembre, on avait fait une petite présentation, m'ont dit « c'est incroyable, on a vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui nous répond ». Forcément, nos élèves, c'est la même chose. Il y a cette illusion très forte qu'on est en conversation, puisque c'est un outil conversationnel, qu'on est en conversation avec quelqu'un. Alors ça, c'est important peut-être de le mentionner, même si on le sait, nous, mais nos élèves ne le savent pas. Quel est l'enjeu ? De leur dire
qu'ils n'ont personne au bout du fil, que c'est une machine. L'enjeu, c'est la valeur de vérité des informations que ChatGPT est susceptible de fournir. Elle paraît très forte, cette valeur de vérité, pour des enfants qui ont vraiment l'impression qu'ils ont quelqu'un qui leur parle. Si ChatGPT l'a dit, c'est vrai. En gros, on est en face de cette problématique. Parce qu'ils ont l'impression, avec cette sophistication aujourd'hui qui est celle de ces outils et des réponses qui sont apportées aux questions posées, on a vraiment l'impression que quelqu'un réfléchit. Or, l'IA, comme je le mets là sur cette vue, simule l'intelligence et la pensée humaine, fonctionne comme vous le savez. Je vais passer assez vite sur ces données, j'allais dire, générales, mais qui permettent quand même de se poser la question. Ça, c'est sans doute à transmettre à nos élèves. Cette idée que l'IA ne réfléchit pas, ne pense pas, l'IA n'a pas de représentation du monde, elles ne comprennent pas ce qu'elle nous raconte. Alors on peut se dire, oui, mais alors comment ça se fait que l'IA soit capable de nous fournir une réponse à une question qu'elle ne comprend pas avec une réponse qu'elle ne comprend pas? Ça, c'est difficile peut-être à expliquer un peu aux élèves. On simplifiera, mais avec un jeu tel que celui-ci, vous l'avez peut-être déjà vu passer. Si je vous dis « après la pluie, le beau », voilà, et le ciel est... Bon, bien, voilà, on va tous à peu près répondre la même chose. C'est une question de probabilité. Ce réseau de neurones artificiels fonctionne avec des algorithmes qui font des calculs. C'est une machine à calculer. Donc, la probabilité qu'après la pluie, le beau temps, que ce soit le mot temps, cette occurrence-là, elle est la plus probable possible, bien entendu. Alors, ça veut dire que les mots et les phrases sont assemblés avec un calcul qui fait que chaque mot qui suit le précédent est le plus probable par rapport à quoi? Par rapport à toutes les données dont l'IA a été nourrie, les milliards d'entrées textuelles qui ont nourri l'IA, eh bien, la plus forte probabilité dans une phrase comme celle-ci, effectivement, c'est que ce soit le mot « temps ». Bien entendu, ce côté prédictif conserve, je ne rentrerai pas dans les détails purement techniques, conserve un côté aléatoire, parce que sinon ce serait toujours la même réponse, tout simplement. Or, vous en avez fait l'expérience, on n'a jamais deux fois la même réponse à la même requête. Donc, les corrélations ne sont pas toujours les mêmes. Il y a des mots peut-être qui sont moins statistiquement probables, mais qui peuvent sortir selon aussi le contexte de la requête. Voilà, grosso modo, l'IA se nourrit de lieux communs. Le problème, c'est que les élèves qui lisent ce que l'IA produit, les résultats, en quelque sorte, vont prendre ces résultats pour étant vrais. Tout comme on leur a dit, faites attention avec Wikipédia, c'est pas forcément vrai tout ce qui est écrit. Là, c'est d'autant plus difficile, j'allais dire, à avaler pour un enfant, que l'outil est puissant et semble raisonner. L'illusion est presque parfaite, bien entendu. Alors, je vais passer sur ces choses qui sont... voilà, de quoi se nourrit l'IA, des milliards de données. C'est un modèle de langage. Je vais passer sur les détails de cela, mais qu'est-ce qui est l'enjeu pour nous, finalement? Quand on observe l'IA, c'est de se dire, c'est du langage. On va travailler, l'IA travaille avec du langage, nous travaillons avec du langage. Il n'y aura pas finalement de fracture numérique entre ceux qui utiliseront l'IA et ceux qui ne l'utiliseront pas. Il y aura une fracture, si on n'y prend pas garde, entre ceux qui utiliseront mal l'IA et ceux qui l'utiliseront bien. Alors qu'est-ce que ça veut dire, bien utiliser l'IA? Eh bien, nous verrons dans la suite de ce développement que c'est mais la maîtrise du langage, elle est au cœur du dispositif. C'est parce que nous sommes en capacité, entre guillemets, de converser avec
le robot avec la machine que nous pouvons obtenir un résultat qui soit satisfaisant. Donc voilà ce que l'IA est capable de faire. C'est des choses que je ne vais pas détailler, vous les connaissez sans doute. L'IA ne se contente pas de générer du texte. Nous allons faire tout à l'heure une petite démonstration. En tout cas, nous allons voir comment on peut utiliser des outils comme DALL-E qui, associé à ChatGPT, produit des images, des illustrations. Midjourney est plutôt spécialisé sur l'image de type photographique. On a tous vu dans la presse ces derniers temps des images totalement dont le photoréalisme est poussé aujourd'hui à un degré tel qu'il devient difficile, même pour un professionnel de l'image, de savoir si cette image que l'on a devant soi a été générée par un appareil photographique, vous savez, ce vieil outil inventé au XIXe siècle, et puis cette intelligence artificielle. Ce qui pose bien entendu problème, c'est-à-dire qu'on est rentré véritablement, on peut le dire, dans l'ère du soupçon en ce qui concerne les images aujourd'hui, surtout qu'on les... comment consomme-t-on les images par le biais de nos smartphones, de nos tablettes, de nos ordinateurs? Ça passe très très vite sur le fil d'actualité. Et sur le fil d'actualité, une image grande comme la taille de notre smartphone, on n'a pas le temps de zoomer à 150% dessus pour voir s'il n'y a pas à l'arrière-plan une petite aberration ou un petit détail qui nous permettrait de dire que c'est une image générée par une IA. Donc, pour beaucoup d'entre nous qui allons vite aussi avec nos smartphones, nos élèves notamment, eh bien, une image pourrait très très bien, générée par l'IA, pourrait très très bien les tromper, tout simplement. Donc ça fait partie aussi sans doute de la démarche pédagogique de leur expliquer que l'appareil photographique est en concurrence avec une intelligence artificielle qui donne l'illusion, là encore, d'un résultat proche de ce que la photographie était capable de fournir jusque-là. Donc, elle crée des vidéos aussi, hein, l'intelligence artificielle, elle crée tout un tas de choses, texte et images. Nous verrons tout à l'heure comment on peut exploiter conjointement les deux outils, DALL-E par exemple et ChatGPT. Le nerf de la guerre, j'allais dire, c'est le prompt. Le prompt, c'est ces requêtes aussi. On appelle ça requêtes, ces entrées textuelles, ce cahier des charges, ce que l'on va finalement demander à la machine. Or, c'est là où nous, on peut intervenir auprès de nos élèves parce que, eh bien, je pense que le prompt de la plupart d'entre eux doit se résumer à « je dois faire une rédaction sur le thème des chevaliers qui se battent entre eux ». Voilà le sujet. Est-ce que tu peux m'écrire 30 lignes? Ça s'arrête là. Or, c'est peut-être suffisant pour avoir quelques petits résultats comme ça à la va-vite, mais ce n'est pas pour nos élèves, pour le coup, un outil leur permettant de progresser dans quoi que ce soit. Donc, finalement, l'enjeu pour nous, enseignants, c'est de se dire « Ah bah oui, finalement, l'élève qui est capable d'utiliser correctement ces outils-là, c'est un élève qui sait rédiger. » Et là, le prof de français reprend les compétences qui sont celles qu'il doit faire travailler avec ses élèves et il s'aperçoit que finalement, travailler avec une IA avec ses élèves, c'est travailler très exactement les compétences que nous devons travailler en lettres, pour ne parler que de ma matière. Donc, cette entrée textuelle, le prompt, va orienter la machine sur des sujets spécifiques, des formats attendus. On va pouvoir lancer des commandes et surtout interagir. Le prompt, ce n'est pas quelque chose qui est définitif, c'est une requête, une première requête qui va générer un résultat. Et ce résultat, on va l'affiner. On va l'affiner au fur et à mesure de la conversation avec l'outil. Donc forcément, pour l'utilisateur, les compétences, en fait, elles ne sont pas informatiques, ce n'est pas des outils difficiles à prendre en main. Les compétences sont langagières. C'est la maîtrise du langage, la conceptualisation, être capable de structurer une requête, être capable de la reformuler, être capable de choisir le mot juste pour avoir un résultat au plus proche de ce que nous désirons.
lorsque nous utilisons cet outil pour la première fois, on est toujours un peu déçu parce qu'on se dit oui d'accord, c'est pas mal ce qu'il a produit, mais ce n'est pas vraiment ce que j'attendais ou ce que j'attendrais. J'ai des collègues qui m'ont dit, qui ont mis du temps à se pencher sur l'outil parce que leur première expérience de l'outil finalement était déceptive. Pourquoi déceptive? Parce qu'ils n'avaient pas travaillé là-dessus. Ils n'avaient pas élaboré suffisamment on va dire, le cahier des charges pour obtenir un résultat qui puisse être satisfaisant en termes de production par l'IA elle-même. Alors, ces compétences, il y a quelques compétences clés qui doivent être travaillées, que l'on peut travailler avec nos élèves, bien entendu, qui sont nécessaires pour utiliser cet outil de manière optimale. Vous avez ici, sur cette diapositive, d'un côté, là je suis allé chercher dans le référentiel de compétences, ce qui, en cycle 4, bien entendu, dans le programme de lettres, peut être mise en relation avec les compétences que les utilisateurs doivent acquérir pour utiliser l'outil en fait, de manière optimale. Donc, pourquoi pas imaginer, par exemple, au terme d'une leçon de grammaire avec nos élèves, que la trace écrite, ce soit le prompt que nous allons ensuite utiliser dans la machine pour générer des exercices personnalisés. Le prompt, comme finalement le mot, c'est quoi? C'est une requête, c'est un texte que l'on génère pour avoir derrière un résultat. Eh bien, ce texte, ChatGPT a besoin qu'on lui pose les questions de manière très claire, avec un vocabulaire choisi. Il a besoin que l'on structure la requête et il a besoin que l'on reformule pour affiner ce qu'il nous propose. Donc finalement, c'est déjà ce que nous travaillons dans les démarches d'écriture avec nos élèves, que ce soit pour une rédaction ou pour une trace écrite, c'est déjà ce que nous faisons. Ensuite, ChatGPT va produire un résultat. Or, ce résultat, il nous faut bien sûr le vérifier. Le vérifier, puisqu'il ne cite pas ses sources, ChatGPT. Donc il va falloir confronter ce résultat avec ce que l'on sait. Alors si c'est une leçon de grammaire, la leçon, normalement, celle faite par le professeur, est plutôt juste. Et il suffira d'aller retourner dans son cours pour voir si je suis un élève qui utilise l'outil, mon esprit critique, puisque j'ai été formé à ça en tant qu'élève, c'est d'aller vérifier si ce qui est généré par l'outil correspond bien aussi à la trace écrite qui a été la mienne en classe. Reformuler et structurer, c'est ce qu'on appelle la pensée computationnelle. Alors, le ChatGPT a besoin qu'on lui fasse une requête détaillée et structurée. Ça ne peut pas être comme ça une requête qui va dans tous les sens. On verra un petit peu quel est entre guillemets, le modèle de structuration d'un prompt pour être efficace. Mais disons que voilà, ça fait partie des choses que l'élève aussi doit posséder lorsqu'il travaille avec nous en français. Maîtrise de l'expression écrite, je ne vais pas revenir là-dessus. Le niveau de langue souhaité, bien entendu. Toutes ces consignes vont être données à la machine en vue du résultat souhaité. Avec nos élèves, on a expérimenté pas mal de façons de l'utiliser. On va s'arrêter sur deux manières très exactement tout à l'heure. Interdisciplinarité, ce ne sera peut-être pas moi en tant que professeur de français qui le ferait, mais comprendre le fonctionnement de l'IA, ce que l'on a vu tout à l'heure ensemble, ça fait partie des compétences qui sont nécessaires, que nos élèves doivent posséder pour savoir à quoi ils ont affaire quand ils utilisent cet outil.
Éthique et usage responsable, on le sait, si je rentre des données personnelles, c'est un risque. Il faut aussi expliquer à nos élèves qu'on ne peut pas alimenter ChatGPT avec des choses qui n'ont pas lieu d'être sur la plateforme. Biais et hallucination, oui, ce sont deux mots qui sont utilisés à propos de l'outil. On sait très bien que l'outil génère parfois, de manière fausse, des choses qu'il invente totalement. Je me suis fait piéger au tout début dans mon utilisation. Je lui demandais de générer des dictées sur le thème du voyage et de l'aventure, et si possible, de me fournir des extraits. Alors je lui donnais une liste d'auteurs, et puis je lis ces dictées, je dis ouais, elles sont pas mal, elles correspondent à peu près à ma requête. Mais très vite, je m'aperçois que ChatGPT a voulu me faire plaisir, a voulu répondre à ma requête, mais n'a pas été chercher un extrait dans un livre de Michel Tournier, mais il a inventé complètement un texte qui ressemble à Michel Tournier ou à Conan Doyle, mais qui n'est pas un extrait, pour des raisons de droit d'auteur aussi sans doute. Mais même si on lui demande des choses qui sont dans le domaine public, on a des choses totalement inventées qu'il nous est donc... c'est nécessaire de vérifier, de passer au crible chacune des propositions que la machine nous fait, bien évidemment. Ça fait partie de notre travail. Les biais, effectivement, certaines réponses vont être favorisées. Si on demande des représentations, alors là en images par exemple, par exemple, les biais, ça peut être quoi? C'est de montrer un homme blanc et pas un homme de couleur, un homme dans une requête X ou Y. Ça dépend comment la machine a été nourrie. Or, c'est à nous de nourrir aussi cette machine. C'est-à-dire que j'ai vu au fur et à mesure des mois, l'utilisation, à force de lui donner des documents à ChatGPT, c'est les résultats, ce qu'il me génère en termes de résultats, est de plus en plus approprié et en relation avec mes propres préoccupations, avec mes traces écrites, pour mes leçons de grammaire, etc. Il ne va plus chercher n'importe quoi pour le reconstituer. Il se nourrit aussi des requêtes successives faites avec la machine. Donc il se nourrit en fait de mon utilisation. Donc il est vrai que se décider pour un outil, c'est au fur et à mesure des mois garder en mémoire tous les documents, toutes les requêtes qui lui ont été formulées, parce qu'à un moment donné, vous obtenez forcément, après 6 ou 7 mois d'utilisation, des résultats de plus en plus proches de vos réelles préoccupations. Alors là, on ne va pas lire l'article, mais il est clair que c'est une étude qu'a fait la BBC en ce qui concerne l'actualité. On ne peut pas compter sur les assistants IA pour fournir des informations exactes et ils risquent d'induire le public en erreur. C'est-à-dire pour tout ce qui est factuel, l'IA a été jugée comme présentant des problèmes importants. C'est important de le mentionner aussi pour nous, parce que si on pose à l'outil des questions d'actualité, on risque fort, je ne sais plus dans quelle proportion, en tout cas elle est importante, on risque fort d'avoir 13% des citations tirées d'articles de la BBC étaient soit modifiées par rapport à la source originale, soit absentes de l'article cité. Ça veut dire qu'on est véritablement dans... c'est une nécessité pour nous d'alerter nos élèves sur le fait que ce qui est généré par cette machine ne fonctionne pas forcément en termes de vérité. Là, les tests sont faits sur une version gratuite ou payante? Alors, la BBC, ce qu'elle a fait? Ah, ça, je l'ignore. Moi, je travaille sur une version payante. Parce que tout simplement, au bout de 5 requêtes, vous passez sur une monture algorithmique moins performante. Je me suis dit, si j'utilise cet outil, je l'utilise à fond. Et
même avec la monture algorithmique la plus performante, en version payante, ces biais, ces hallucinations, ces erreurs factuelles, elles demeurent. Là, elles sont, j'allais dire, inhérentes à l'outil même, quelle que soit la version, qu'elle soit gratuite ou qu'elle soit payante. Donc c'est un problème inhérent et c'est un problème citoyen pour le coup. C'est un véritable souci. C'est que nous sommes, même si ça nous fait gagner du temps, parfois dans certaines préparations ou création d'exercices ou autres, par exemple en analyse syntaxique, ChatGPT est complètement nul. Ce que l'on peut comprendre d'une certaine manière parce qu'il est entraîné avec des données anglo-saxonnes. Les structures de phrases ne sont pas les mêmes. Et lorsqu'on lui demande de repérer un groupe verbal, un groupe circonstanciel, etc., sur une phrase de Proust, il n'y arrivera certainement pas, mais sur même des phrases beaucoup plus simples, il n'y arrive pas. Même en lui donnant des fiches de cours, il bute sur l'analyse. L'analyse sémantique, il ne bute pas. C'est l'analyse syntaxique. Je ne peux absolument pas faire confiance à l'outil. Je ne peux absolument pas proposer à mes élèves qu'ils s'entraînent à l'analyse syntaxique avec un outil comme ChatGPT. Ça ne marche pas. Donc voilà, ce sont les limites aussi de l'outil. Donc nous former, en fait, l'idée pour former nos élèves. Si on ne se forme pas à cet outil, l'utilisation que nos élèves feront de cet outil sera sans aucun doute très limitée. Pourquoi pas consacrer une heure de cours? Je le fais en français, je le fais en latin aussi. Parfois, je leur dis, écoutez, on va rédiger un prompt pour que vous puissiez générer, par exemple, avec votre fiche de cours, un quiz, une dictée, des exercices pour réviser, pour vous entraîner vous-même, puisque le but de cette présentation, c'était de se dire il faut former nos élèves pour qu'ils aient possibilité d'utiliser de manière autonome cet outil, pour qu'ils puissent l'utiliser en connaissant les tenants et les aboutissants, en connaissant les limites, en connaissant les biais et les hallucinations possibles. Mais bon, comme pour des tâches un peu basiques, aller comme de la conjugaison, par contre, là je vous assure, il génère des exercices, je passe derrière, mais il n'y a pas de faute. L'outil est capable de générer des exercices de conjugaison tels que les fichiers nous en proposent régulièrement, sans aller peut-être ces 0,1% de marge d'erreur. C'est vraiment la coquille, mais c'est rien du tout. Donc, pourquoi pas montrer à nos élèves comment on utilise l'outil, comment on rédige un prompt pour qu'ils puissent, eux, ensuite, à la maison, être autonomes avec cet outil. 5 points clés: contexte, objectif, contrainte, format attendu, ouverture et reformulation. Ça va donner quoi? Par exemple, sur un prompt, alors là, très très simple, que l'on peut rédiger avec nos élèves. ChatGPT aime bien qu'on lui assigne un rôle. Alors là, il est forcément professeur de lettres, chargé d'aider un élève de 5e à maîtriser les accords du participe passé. Qu'est-ce que nous avons vu dans la leçon? Nous avons vu les participes passés employés comme adjectifs. Là, on fait le tour avec nos élèves. C'est un petit moment de synthèse, petit moment de trace écrite. La trace écrite plus développée, qu'on leur fournit, peut-être ensuite rentrer dans la machine. On demandera à l'outil de se baser sur, bien sûr, ce qui est décrit là, mais tu utiliseras le PDF joint, qui est la leçon que tu as faite avec tes élèves. Et là, on réduit le champ des possibles pour la machine, on lui donne des instructions claires. Les objectifs sont clairement donnés. Reste à cela des contraintes. Les contraintes, c'est quoi? Eh bien, la dictée, elle est sur le thème du combat épique inspiré des romans de chevalerie. Donc là, on va générer des dictées avec en plus le lexique propre aux romans de chevalerie, ce qui est intéressant pour nous.
Et on peut même lui demander un style narratif, vivant et immersif, pourquoi pas épique, hein, fidèle à l'univers chevaleresque. Mais comme, ayant travaillé avec l'outil pour le montage des séquences et des séances, comme l'outil a également eu les textes que nous avons étudiés, quand il va générer cette dictée, il va les, entre guillemets, s'inspirer des 4 ou 5 textes qu'on aura étudiés avec nos élèves. Si on a fait une séance dédiée au lexique, il va, et qu'on lui demande dans les contraintes, dans ta dictée, je veux retrouver certains mots travaillés dans la séance 4 sur le lexique de la chevalerie, ces mots-là vont être injectés dans la dictée. Donc ce prompt-là, il va être totalement, j'allais dire, en phase avec ce que nous avons fait avec nos élèves. Ce prompt-là, il est utilisable ensuite clé en main par nos élèves. On leur apprend après à modifier les variables. Là, c'est une dictée, mais rien ne nous empêche plus haut dans nos objectifs de lui demander, de lui dire tu vas concevoir une dictée, mais également 3 exercices pour que je puisse m'entraîner, pour entraîner tes élèves de 5e eh bien, aux accords du participe passé. Il n'y a pas de limite, j'allais dire, il n'y a pas de limite aux objectifs qui peuvent être demandés. Le format attendu, une dictée, une correction détaillée, mettant en évidence les accords des participes passés, expliquant les règles appliquées. Si on a donné en amont la leçon en pièces jointes, hein, dans l'outil, et c'est très facile de le faire si vous avez déjà pris en main la... Alors, je ne vais pas faire de formation sur l'outil lui-même, là, mais j'imagine que vous avez tous regardé comment ça fonctionne et qu'il y a le petit icône là pour glisser un PDF. Dès lors que l'on glisse ce PDF, eh bien, on s'aperçoit qu'il va travailler avec nos propres documents. Donc il ne va plus aller chercher je ne sais quel document dans la galaxie web, parmi les documents qu'il a moulinés de son côté, il va aller travailler avec les documents qui sont les nôtres. Et donc l'élève repart avec un prompt qui lui permet de retravailler à la maison, sachant que, on a vu tout à l'heure, c'était un savant dosage de probabilité, mais aussi d'aléatoire. Il va, à chaque fois qu'on va lui refaire cette requête, il va générer une dictée différente. Donc l'élève a besoin particulier, on peut rajouter dans les contraintes 2 ou 3 lignes pour lui qui vont permettre eh bien, d'avoir peut-être une dictée à trous, par exemple. Voilà. En tout cas, l'élève, lui, s'il sait rédiger ça, il a la possibilité ensuite, sous notre conduite, avec notre validation, eh bien, d'avoir un outil pour s'entraîner, parce qu'il n'a peut-être pas forcément quelqu'un le soir pour l'aider. Ouverture, ChatGPT aime bien qu'on lui dise si toi tu as une idée en plus d'exercice, vas-y, on est preneur. En général, on est toujours surpris, ou une activité supplémentaire, une remédiation suite au travail qui a été fait par l'élève. Alors, avec des élèves de 3e, on les prépare bien sûr au DNB. Et il y a cette fameuse question dans les épreuves du DNB, il y a l'image qu'il faut mettre en relation avec le texte. J'ai travaillé avec mes élèves, une classe de 3e, avec ce tableau. Le problème, c'est quoi une bonne description, monsieur? C'est la question qui vient. Hein. Ça veut dire quoi faire une bonne description? Parce que les élèves qui rédigent une description n'arrivent pas forcément à visualiser la description qu'ils ont rédigée. Or, voilà un outil ChatGPT utilisé conjointement avec DALL-E qui lui génère des images qui peut être très intéressant. Donc ça va être un travail écriture. Pour le coup, ça a été un travail d'écriture collaboratif. On a tous travaillé ensemble dans la salle de classe à rédiger, en fait, à demander à l'outil de générer une image à partir de notre description. On a discuté avec les élèves pour ensuite comparer l'image que ChatGPT génère
ou à générer, et le tableau de Claude Monet. Les objectifs ont été atteints. On a travaillé sur le vocabulaire de la description, sur la structure, sur les connecteurs, sur tout ce... Mais les élèves, ils ont vu apparaître une image en disant « Ah oui, d'accord ». Alors, le conditionnement, c'était ça. Tu es une élève de 3e qui prépare le brevet des collèges. Tu t'entraînes à rédiger des descriptions riches et détaillées en t'inspirant de l'observation de tableaux du 19e siècle. On ne lui a pas donné le tableau de Claude Monet, bien entendu. On ne lui a rien donné. L'objectif est d'apprendre à traduire en mots une scène visuelle en travaillant la précision des détails, la fluidité, la description et les effets de lumière. L'objectif... Tu souhaites générer une illustration à la manière d'une huile sur toile du 19e siècle. Donc vous voyez que là, que les compétences rédactionnelles pour ce prompt, déjà avant même la description, les compétences rédactionnelles nécessaires pour la rédaction du prompt, les élèves prennent conscience que, ah oui, c'est pas juste générer une image, c'est générer une illustration à la manière d'une huile sur toile du 19e siècle. Et donc voilà ce que nous avons rédigé ensemble, sous ma conduite. Une description qui pourrait être améliorée. Si on avait eu plus de temps, on l'aurait fait là, ensemble. Ça aurait été plus marrant. Mais bon, c'est le format qui nous impose de courir un peu derrière le temps. En tout cas, le résultat, ça a été ça. Et donc, on a pu comparer ce résultat avec le tableau de Claude Monet et de se dire quand même, bon, alors, c'était intéressant aussi après d'amener justement la question de l'esthétique de l'image. Parce que quand on parle de biais, cette image-là, finalement, on peut dire qu'elle est biaisée, parce qu'elle répond à une esthétique, certes liée au prompt et au vocabulaire que l'on a injecté, mais qui est quand même, j'allais dire, une esthétique de papier peint, comme la musique d'ascenseur peut l'être. Il y en a qui peuvent trouver ça très beau, ça c'est sûr, et ça se discute pas. Moi, personnellement, j'ai peut-être un petit faible pour le tableau de Claude Monet, mais néanmoins, les élèves ont pu mesurer que grâce à cette description très précise, structurée, avec des connecteurs, etc., ils obtenaient une image qui leur permettait de valider leur écrit. Cette image leur permettait de se dire, finalement, ma description, elle n'est pas si mal, puisque j'ai généré une image qui est proche du tableau de Claude Monet, et que la machine, bien sûr, n'avait pas vu l'image. Enfin, pas vu. On ne lui avait pas donné à manger, en plus. Donc, alors, les erreurs, tout à l'heure, on parlait d'erreurs. On a eu un mal de chien à avoir le personnage à gauche du cadre. Je ne sais pas pourquoi. Il nous l'a collé à droite. Il a fallu s'y reprendre à plusieurs fois pour avoir finalement le personnage bien posé à la gauche du cadre. Mais néanmoins, bon, là, la définition du projecteur, mais sur un écran d'ordinateur, on le voit bien, on a de beaux effets de lumière. Le massif là, de fleurs rouges autour de l'arbuste, bon, alors ChatGPT est dans la surenchère, l'outil. Il en a collé un peu de partout. Donc c'est le côté un peu kitsch des images générées par ChatGPT. Et puis après, on a été plus loin, parce qu'on s'est dit, mais après cette image-là, il faut la mettre en relation avec le texte, puisque c'est ce qui nous est demandé. Donc c'était un poème. Et puis on avait dégagé les thématiques de ce poème lors de la lecture analytique. Et on a demandé à ChatGPT, à partir de sa propre illustration, quelle thématique il pouvait éventuellement nous suggérer à partir de son image à lui. Sérénité, intimité, émerveillement face à la beauté naturelle, le passage du temps et l'instant présent, romantisme et rêve. La machine est capable d'analyser sa propre image dans une analyse, j'ai vu au fil des mois, de plus en plus fine, de plus en plus convaincante. Et là, les élèves ont été sidérés pour le coup, parce qu'ils m'ont dit, mais monsieur, c'est un peu ce qu'on avait dit à propos du poème. Je fais, bah oui, c'est vous, une fois que vous avez fait la description, ça c'est le premier exercice, mais ensuite il faut que vous réfléchissiez à ce que ce tableau peut effectivement suggérer en termes de thématique pour pouvoir le relier ce tableau avec le texte. Donc, par un effet comme ça de retournement,
On a commencé avec un texte pour générer une image, puis on est revenu à l'écrit. Donc la vraie compétence du XXIe siècle, décidément, c'est une compétence langagière. On s'aperçoit que l'enjeu pour nos élèves, pour nous qui utilisons ça, mais pour nos élèves en formation, c'est le langage. Donc finalement, il n'y a pas véritablement à s'effrayer, j'allais dire, d'avoir un tel outil entre les mains. C'est un outil qui nous permet de travailler le langage avec nos élèves. Je ne sais pas si on a le temps pour quelques petites questions éventuelles, si vous en avez. Est-ce que vous avez des retours pour le premier degré? Parce que là, c'est que second degré. Est-ce que vous avez des retours pour le premier degré, Non. des collègues? Non. Pour l'instant, non. Alors, ça a été 2 exemples présentés comme ça, mais j'ai multiplié avec mes élèves l'utilisation de l'outil. D'ailleurs, au début, je leur ai dit, on va utiliser ChatGPT aujourd'hui. Ah, quoi? Bon, eh oui. Parce qu'il ne s'agit pas de se masquer la face. Hein. Il l'utilise, mais il ne l'utilise pas bien, en fait. Donc, l'utiliser ensemble, c'est faire un travail rédactionnel. Utiliser cet outil-là, c'est par exemple faire la trace écrite ensemble pour, à partir de cette trace écrite, demander à l'outil de nous générer un exercice. Donc, ça reste un travail rédactionnel, quoi qu'il en soit. Est-ce que justement au niveau du travail personnel, vous avez le sentiment qu'ils en produisent davantage parce qu'ils se sont emparés de l'outil? Ben là, ils comprennent une chose avec... Bon, je reprends cet exemple-là puisque c'est celui que j'ai choisi. Mais ils se rendent compte une chose, que ceci n'est possible que si eux sont capables de produire cela. Et que donc le travail de production, là pour le coup, imaginez un élève qui veut s'entraîner maintenant. Quand il a fait cette expérience-là en classe, il sait qu'il peut prendre un tableau, s'entraîner à le décrire avec les mots qui sont les siens, et pour valider ensuite finalement son écrit. Alors peut-être pas du point de vue de l'orthographe, bien entendu, mais du point de vue de la représentation, puisqu'une description, c'est surtout ce qu'on leur demande à travers cela. Donc, voilà un élève qui est en capacité d'être autonome à la maison pour s'entraîner. Dites-moi, quel est l'outil qui permettrait, outre celui-ci, d'entraîner un élève à la description, sauf à avoir un professeur à la maison qui vienne lire l'écrit, le valider, et encore que dire à l'élève, regarde, ta description, elle n'est pas terrible parce que finalement, moi, j'arrive pas à visualiser ce que tu écris là. Mais l'élève, lui, il se dit, mais moi, je visualise très bien, moi. Alors que là, la preuve par l'image fait que si ChatGPT sort un truc qui n'a rien à voir, eh ben, ça veut dire que peut-être dans ma description, il y a quelque chose qui cloche. Et donc, on est sur les compétences de « je reprends mon écrit », on est sur les compétences de « et si je reformule telle phrase ?» Bon, je ne vous cache pas que pour produire cette petite description en 50 minutes, il a fallu leur donner un petit coup de main. Mais je les ai quand même laissés faire. Il a fallu guider. Mais on est là pour ça. Il a fallu leur rappeler quels sont les outils pour structurer une description. Il a fallu aussi, et c'est cela qu'on ne mesure pas, leur dire, attendez, vous êtes sûr d'avoir bien regardé le tableau de Claude Monet? Qu'est-ce qui se passe là, à ce niveau-là? Et les couleurs, qu'est-ce qui se passe là? En fait, on les ramène à une certaine forme d'attention à l'image qu'ils n'ont pas naturellement. Hein. Il la voit globalement. Je sais pas comment ils la voient en fait, mais ils la voient de manière un peu désordonnée. Ils vont être attirés là par ce détail-là, quand d'autres vont aller regarder effectivement le pan de la robe. Ils regardent d'une manière qui... Nous, on est là pour les formater un petit peu, hein, à regarder une image de manière structurée. Donc, ils se sont rendus compte aussi avec cette hallucination de l'IA, à savoir qu'il me collait toujours la petite bonne femme à droite du cadre, que le fait de dire la silhouette bord cadre à gauche, c'était nécessaire.
Et que même si on le faisait, ChatGPT était capable de nous la coller à droite. Il fallait lui redemander plusieurs fois à gauche. Voilà. Donc ils ont, si vous voulez, une visibilité immédiate sur l'effet produit par leurs mots. Or ça, l'effet produit par les mots, c'est difficile à faire sentir à des élèves. C'est un peu abstrait. Tu sais, les mots que tu prononces là ou les mots que tu écris, ça a un effet. Sauf que là, on a avec l'image un effet immédiat, la preuve par l'image, à ce que ça ressemble véritablement à ce que j'ai voulu écrire. Bon voilà, un exercice parmi tant d'autres, parmi d'autres explorations qui ont pu être menées, mais qui me semblait intéressant de vous présenter aujourd'hui.